Quand la neige tombe et que les vents glacés soufflent, le loup solitaire meurt, mais la meute survit. L'intelligence collective désigne la capacité d'une communauté à faire converger l'intelligence et connaissance pour avancer dans un but commun. Elle résulte de la qualité des interactions entre ses membres. Alors que la connaissance des membres de la communauté est limitée, tout autant que leur perception de l'environnement commun, et bien qu'ils n'ont pas conscience de la totalité des éléments pertinents par rapport au but, des individus au comportement simple peuvent accomplir des tâches complexes grâce à différents mécanismes et méthodes, notamment ceux désignés sous l'appellation synergie ou stigmergie. En utilisant et en favorisant les interactions au sein du groupe, l'intelligence collective prend le dessus. Les caractéristiques d'une intelligence collective sont, pour les plus simples d'entre elles, 1. Une information locale et limitée. Chaque individu ne possède qu'une connaissance partielle de l'environnement et n'a pas connaissance de la totalité des éléments qui influent sur le groupe. 2. Un ensemble de règles simples. Chaque individu obéit à un ensemble restreint de règles simples par rapport au comportement du système global. 3. Des interactions sociales multiples. Chaque individu est en relation avec un ou plusieurs autres individus du groupe. 4. Une structure émergente utile à la collectivité. Chaque individu trouve un bénéfice à collaborer, parfois instinctivement, et sa propre performance au sein du groupe est meilleure que s'il était isolé. 5. La sensibilité des membres. Certes, la performance du groupe est meilleure lorsqu'il se compose d'individus intelligents, mais la sensibilité sociale se révèle cependant être un facteur plus déterminant. 6. Plus il y a de femmes dans un groupe, plus celui-ci est intelligent, car, généralement, les femmes communiquent mieux, ont une écoute plus riche, plus bienveillante, une capacité à deviner les émotions des autres, à se mettre à leur place, à comprendre les non-dits. Le travail collaboratif et complexe dans un domaine de connaissances pointues nécessite une communication de haute qualité pour être efficace. Il est difficile de prévoir le moment, la fréquence et la durée de cette communication nécessaire au succès. Pour une communication efficace, il est conseillé de colocaliser les membres de l'équipe, idéalement dans une pièce unique. La colocalisation permet aux personnes qui travaillent ensemble d'avoir une conversation ad hoc avec facilité. Les équipiers partagent ainsi des informations régulièrement et rapidement. Le personnel colocalisé peut également profiter des conversations sur des sujets hors travail qui augmentent la cohésion de l'équipe. La communication osmotique est tout simplement l'écoute accidentelle d'informations de fond qui peuvent s'avérer importantes par la suite. Le terme a été inventé par Alistair Cockburn, l'un des signataires du manifeste agile. Imaginez que vous êtes assis devant votre poste de travail, dans une salle de travail colocalisée avec votre équipe. Vous êtes en train de travailler sur une fonctionnalité que vous vous apprêtez à livrer bientôt. En arrière-plan, on voit le responsable produit qui parle à un UX designer. Vous n'êtes pas attentif, vous êtes trop occupé à essayer de résoudre un problème sur votre travail. Plus tard dans la journée, quelqu'un vous pose une question sur une fonctionnalité qui sera l'objectif de votre prochaine itération. Vous lui répondez avec le nom exact du service qui sera finalement sélectionné pour développer cette fonctionnalité et vous vous demandez comment vous savez cela. Vous vous rappelez juste une petite conversation que le responsable produit a eue avec le UX designer. Vous les avez entendus dire clairement que la décision est prise quant à l'utilisation de ce service pour le développement de la fonctionnalité. Eh bien, vous venez de vivre une communication osmotique ou encore un échange d'informations accidentelles. Il s'agit de la circulation sans effort d'informations entre équipiers souvent colocalisés. Dans un sens, ils absorbent sans effort la communication de leur environnement. La courbe d'Allen révèle la baisse exponentielle de la fréquence de communication entre équipiers à mesure que la distance entre eux augmente. Il a été découvert par le professeur Thomas J. Allen du MIT à la fin des années 70. La théorie veut que la probabilité que deux personnes communiquent une fois par semaine diminue lorsque la distance qui les sépare augmente. Sur ce schéma, on peut voir qu'on a 5% de chance de communiquer avec une personne si elle se trouve à plus de 20 mètres de distance. Ce graphique compare l'efficacité des modes de communication à la richesse du canal de communication utilisé. L'arc bleu répertorie les options de communication dites froides lorsque vous documentez ou modélisez la communication. Alistair Cockburn soutient que la communication la plus efficace est de personne à personne, en face à face, en particulier lorsqu'elle est renforcée par un support de modélisation partagé tel qu'un tableau blanc. Au fur et à mesure que vous vous éloignez de cette situation, par exemple en supprimant le support partagé ou en cessant d'être face à face, vous constatez une baisse de l'efficacité de la communication.
Au fur et à mesure que la richesse de votre canal de communication se refroidit, vous perdez la proximité physique et les indices conscients et subconscients qu'une telle proximité fournit. Vous perdez également le bénéfice de multiples modalités, la capacité de communiquer par des techniques d'autres que des mots, tels que des gestes et les expressions faciales. La capacité de changer l'inflexion vocale et le timing est également perdue. Les gens ne communiquent pas seulement via des mots qu'ils disent, mais comment ils le disent. Alistair Cockburn souligne qu'un locuteur peut mettre l'accent sur ce qu'il dit en modifiant sa façon de communiquer, en accélérant, en ralentissant, en faisant des pauses ou en changeant de ton. Enfin, le point qui distingue la communication froide de la communication chaude est la capacité de répondre aux questions en temps réel. Ceci est important car les réponses aux questions permettent de savoir dans quelle mesure les informations sont comprises par l'auditoire. Le concept du shuari provient des arts martiaux japonais Aikido. Le maître d'Aikido Endo Seishiro explique l'idée comme suit. On sait que lorsque nous apprenons ou nous nous entraînons à quelque chose, nous passons par des étapes shu, a et ri. Ces étapes sont expliquées comme suit. Dans shu, nous répétons les techniques et nous nous disciplinons pour absorber la philosophie que nos maîtres ont créée. Nous restons fidèles à ces concepts sans aucune déviation. Ensuite, au stade de ha, une fois que nous nous sommes disciplinés pour acquérir ces concepts, nous faisons des innovations. Dans ce processus, les pratiques peuvent être améliorées. Enfin, dans Ri, nous nous éloignons complètement des pratiques, nous ouvrons la porte à la technique créative et arrivons à agir selon nos convictions, sans entrave et sans dépasser le cadre. Alors, comment appliquer le shuari aux approches agiles? À l'étape du shu, vous commencez à apprendre les techniques et la philosophie de l'approche agile. L'objectif est de vous constituer une solide base de connaissances. À l'étape du ha, vous cherchez à comprendre en quoi les stratégies agiles sont efficaces, afin de découvrir les différentes formes et à savoir dans quel cas les utiliser. À l'étape du ri, vous approfondissez votre maîtrise des techniques agiles et transmettez vos connaissances.